monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur UFC TV. Le Monde en direct à la une de cette édition, l'exposition culturelle sino-française autour du cheval intitulée Chevaucher en reflet a officiellement ouvert ses portes à Beijing le 25 août dernier. Elle est organisée par le musée du Palais du Prince Kong et le château de Chantilly en France. Les détails à travers cet élément. Chevaucher un reflet, exposition culturelle sino-française autour du cheval, se concentre sur les chevaux comme fil conducteur, retraçant le développement de la culture chevaline en Chine et en France à travers de multiples dimensions de l'histoire, de l'art et de la vie sociale. L'exposition met en lumière, de manière vivante, les différences et les interactions dans la relation entre les humains et les chevaux au sein de divers contextes civilisationnels. Je dois dire que cette exposition, elle intéressera sans doute le grand public, mais elle intéresse aussi les experts, les scientifiques, les historiens, parce que ce sont des pièces d'une très grande valeur historique et patrimoniale qui sont rassemblées ici. Et donc, eux aussi, ils verront leur intérêt. Et puis, je crois que pour nous tous, cela montre l'extraordinaire profondeur, l'extraordinaire durabilité des liens qui existent entre nos deux pays, parce qu'on voit à travers certaines pièces que des échanges existaient. On le sait, mais existait entre nos deux pays il y a déjà de nombreux siècles et ce témoignage est important pour nous aujourd'hui et inspirant. J'ai toujours voulu que la Chine soit un partenaire privilégié du château de Chantilly et attirer plus de touristes chinois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé depuis quelques années à créer des liens. Nous avons collectivement réussi à créer ce lien avec le palais du Prince Kong parce que nous avons beaucoup en commun. Et pourquoi cette exposition est importante? Parce que c'est une vraie collaboration entre nos deux équipes. On a vraiment travaillé ensemble sur le choix des objets, sur l'organisation de l'exposition et pour montrer en fait ces regards croisés sur le cheval franco-chinois. Et pour moi, c'est un très très bon signe que la collaboration, que le contrat qu'on a signé a un contenu. Cette exposition réunit plus de 60 objets précieux autour du cheval provenant du château de Chantilly, ainsi que plus de 200 pièces ou ensembles, comprenant des bronzes, des peintures, des sculptures et des créations contemporaines, illustrant diverses représentations du cheval. Elle retrace de manière systématique les origines et l'évolution de la culture chevaline, depuis l'artisanat esthétique jusqu'à l'expression artistique contemporaine. L'exposition comprend 2 arrêts, Beijing et Hong Kong. Elle est divisée en 3 chapitres principaux. Le premier chapitre utilise des éléments d'exposition tels que des fossiles de chevaux, des équipements équestres, ainsi que d'anciens dessins architecturaux pour illustrer le processus historique des échanges entre civilisations. Le deuxième chapitre présente la chasse royale ainsi que les techniques liées au sel et au bride, illustrées par un dialogue enrichi d'artefacts. À travers l'équitation, le dressage, les images et les équipements de course, l'exposition met en lumière la résonance spirituelle entre les cultures équestres des deux pays. Le troisième chapitre rassemble des collections d'art et propose des installations audio interactives, centrées sur des expériences numériques intégrant l'art. L'exposition met en avant les chevaux comme lien, alliant profondeur académique et valeur de diffusion, et offrant ainsi un nouveau modèle de référence pour la co-organisation d'expositions internationales. Sur les traces des chimpanzés dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, les études scientifiques ont prouvé que les chimpanzés sont de proches parents des humains et le partagent une séquence d'ADN près de 98%. Toutefois, les populations sauvages de chimpanzés ont connu un déclin spectaculaire en raison de 3 menaces majeures: la perte de leurs habitats naturels, le braconnage et la transmission de maladies humaines. En 2016, les chimpanzés ont été inscrits sur la liste des espèces menacées de l'UICN. Les images. Les chimpanzés ne s'approchent pas spontanément des inconnus. Ils vivent au sein de groupes familiaux. 2 grandes communautés de chimpanzés peuplent le parc national de Gombe, avec une population totale estimée à environ 80 individus. Au quotidien, les membres d'une même communauté se divisent en petits sous-groupes pour chercher de la nourriture dans la forêt, avant de se retrouver au sein du groupe familial élargi. Cette organisation sociale est appelée une structure de fission-fusion. En raison de leur proximité génétique avec les humains, les chimpanzés sont sensibles à de nombreuses maladies infectieuses transmissibles par l'homme. C'est pourquoi le parc national de Gombe impose le port du masque lors des observations à proximité des chimpanzés. Lorsque le groupe se fatigue après ses déplacements, il s'installe à l'ombre des arbres pour se reposer. Les chimpanzés utilisent également de fines brindilles qu'ils introduisent dans les cavités des troncs afin d'y chercher de la nourriture.
Nous pouvons les observer en train de se reposer. Parfois, ils adoptent des comportements particuliers. Ils utilisent une brindille pour attraper et manger des fourmis. C'est précisément ce comportement qui a profondément marqué le docteur Jane Goodall. À cette époque, l'idée dominante au sein de la communauté scientifique internationale était que seuls les humains étaient capables de fabriquer et d'utiliser des outils. Ce geste d'apparence simple, appelé pêche aux fourmis, est devenu une découverte majeure de la primatologie moderne. Il a ouvert une nouvelle ère dans laquelle l'humanité a commencé à reconsidérer l'intelligence, les émotions et les capacités sociales des animaux. La vie sociale des chimpanzés présente de nombreuses similitudes avec celle des humains. Ils s'épouillent mutuellement, partagent leur nourriture et jouent ensemble, développant ainsi de forts liens sociaux et émotionnels. Lorsqu'un chimpanzé mâle s'apprête à partir, un jeune peut parfois s'accrocher à lui avant d'être ramené puis réprimandé par sa mère. Et de même, un petit chimpanzé qui tente de s'éloigner seul peut être retrouvé puis ramené par sa mère, des scènes qui rappellent le comportement d'une mère humaine envers son enfant. Leur alimentation est principalement composée de fruits, de feuilles, de graines et d'insectes. Ils chassent également, à l'occasion, de petits animaux en groupe afin d'obtenir les protéines et les graisses nécessaires à leur alimentation. Leurs techniques de chasse sont particulièrement élaborées, permettant d'éviter les contre-attaques de leurs proies adultes. En Tanzanie, leur nombre est estimé entre 2000 et 2500 individus. En 2016, l'espèce a été inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Pour assurer leur protection, le gouvernement tanzanien a lancé un plan d'action national pour la conservation des chimpanzés. Protégeons ensemble la nature et les chimpanzés. Venons-en à présent à la technologie où les robots humanoïdes s'affrontent dans un large éventail d'épreuves, notamment la boxe, l'haltérophilie, les courses d'obstacles et les épreuves de dextérité manuelle lors de la 2e édition des Jeux mondiaux de robots humanoïdes qui se déroulent actuellement à Beijing. Plus rapide, plus fort et plus autonome. C'est ce que démontrent les robots humanoïdes lors de la 2e édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes ici à Beijing. Les robots doivent franchir des ponts, des pentes et des plateformes, ce qui met à l'épreuve leur équilibre, leur coordination et leur capacité à surmonter les obstacles. Ces défis complexes révèlent les faiblesses des algorithmes et du contrôle des articulations, offrant ainsi aux développeurs une feuille de route pour la prochaine série d'améliorations. Les investisseurs s'intéressent également aux erreurs commises par les robots lors de ces compétitions. Ces points de défaillance peuvent indiquer les domaines sur lesquels le secteur doit se concentrer à l'avenir. Les progrès sont évidents. Un robot a couru 100 mètres en 9,39 secondes, battant le record d'Usain Bolt de 0,19 secondes. Un autre a sauté 2,88 m, dépassant également le record humain. Mais la vitesse et la force ne constituent qu'une partie du défi. Contrairement aux épreuves où les robots sont déjà surhumains, il existe d'autres domaines dans lesquels ils doivent encore progresser, comme l'équilibre et la précision. C'est pourquoi ils participent également à ces épreuves. D'autres robots s'affrontent dans des épreuves telles que l'assemblage de blocs, l'ouverture de bouteilles et même la manipulation de haricots à l'aide de pinces. Le robot doit peser 20 grammes de sel dans un temps limité, avec une précision de plus ou moins 0,5 grammes. Il existe déjà des démonstrations impressionnantes d'applications domestiques. Je pense donc qu'il est tout à fait possible que, d'ici l'année prochaine, nous commencions à voir des robots humanoïdes faire progressivement leur entrée dans les foyers. Une délégation ivoirienne est en visite aux Comores. Cette mission s'inscrit dans une démarche de backmaking et de partage d'expériences autour de la gestion de registres maritimes. L'objectif principal de cette visite est de permettre à la Côte d'Ivoire de s'inspirer de l'expérience et des réformes engagées par l'Agence nationale des affaires maritimes, l'ANAM, notamment dans la gestion et la gouvernance du pavillon comorien. À travers cette conférence de presse, la délégation ivoirienne affirme avoir recueilli des informations pertinentes sur différents aspects liés à la gestion d'un registre maritime, l'immatriculation des navires, leur contrôle et leur suivi, la gouvernance, la digitalisation, ainsi que le cadre réglementaire. Cette rencontre a également permis aux deux administrations de partager leurs bonnes pratiques et à la partie ivoirienne d'identifier des solutions susceptibles de répondre aux enjeux liés à la mise en place d'un registre international d'immatriculation des navires moderne, crédible, attractif et conforme aux standards internationaux. Nous avons constaté que le personnel de l'ANAM est suffisamment outillé
et que l'ANA met en place un programme de formation continue de son personnel. Cela nous a véritablement marqué. Et le registre, la gestion du registre est tellement complexe, c'est tellement technique qu'il faut de l'expertise. Et nous avons compris cela. Et lorsque nous allons aller au pays, c'est des recommandations fortes que nous allons faire à notre gouvernement pour que l'expertise soit mise en place et également les outils techniques, les outils de technologie qui permettent d'effectuer des recherches. Nous sommes informés des différents outils qui sont utilisés par le personnel à l'effet de faire des recherches et cibler les navires qu'il faut enregistrer. Et cela est un plus que nous avons appris et que nous allons également implémenter au niveau de la Côte d'Ivoire. Le choix des Comores pour cette mission n'est pas le fruit du hasard. Nous savons que les Comores ont commencé cette activité il y a plus de 10 ans. Les Comores se trouvent en Afrique. Nous avons pratiquement les mêmes réalités. Pourquoi aller très loin, faire cette mission alors que tout proche de nous, il y a un pays qui a déjà l'expérience? Ces dernières années, l'Agence nationale des affaires maritimes comorienne a franchi des étapes importantes dans la modernisation de la gestion et de la gouvernance du registre maritime, une expérience qui suscite aujourd'hui l'intérêt de la Côte d'Ivoire. À travers cette mission, les autorités ivoiriennes souhaitent donc tirer profit de l'expertise et de l'expérience acquise par les Comores afin de renforcer leur propre système de registre maritime et de contribuer à la mise en place d'un registre international répondant aux exigences et aux standards internationaux. Pour les deux pays, cette mission constitue ainsi une opportunité de coopération, d'échange, de bonnes pratiques et de renforcement des capacités dans un secteur stratégique pour le développement du transport et de l'économie maritime. Du projet de développement à Moélie, des agents recrutés sont formés pendant 3 jours afin de mieux maîtriser les différentes étapes liées à leur mission sur le terrain. Pendant 3 jours, ces agents seront formés afin de mieux maîtriser les différentes étapes liées à leur mission sur terrain. Ils seront notamment chargés de collecter et de vérifier les informations auprès des ménages ciblés dans plusieurs localités de Moélie. Une étape essentielle pour garantir la fiabilité des données recueillies et permettre une meilleure identification de familles vulnérables bénéficiaires du projet. À travers son volet transfert monétaire, le projet Mendeleo prévoit en effet d'apporter des appuis financiers directs aux familles vulnérables afin de les aider à faire face aux différents chocs économiques et climatiques. De réalisation de cette formation, c'est tout simplement de renforcer la capacité des enquêteurs qui vont aller bientôt sur le terrain faire le ciblage, cibler les ménages bénéficiaires de notre programme. Donc, comment nous allons réaliser cette enquête va être réalisée à partir des smartphones d'une application appelée ODK Collect. Donc aujourd'hui, nous avons appelé les enquêteurs pour les faire savoir ou bien les faire connaître primo le questionnaire tout d'abord et l'objectif de l'enquête. Et aussi comment utiliser ou comment manipuler le DK Collect qui vont être utilisés une fois sur le terrain. Pour les responsables du projet, le renforcement des capacités des enquêteurs constitue un maillon essentiel à la réussite de cette intervention. Cette formation doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour accomplir efficacement leur mission sur le terrain. Cette édition, le village de Mirimani dispose désormais de son comité officiellement installé. La cérémonie a réuni plusieurs responsables, parmi lesquels le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sûreté ainsi que la directrice du genre. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette initiative citoyenne qui vise à renforcer la prévention, la vigilance et la cohésion au sein de la communauté. Nos partenaires de la CGTN ont tendu oreille caméra. Le village de Mirimani dispose désormais de son comité villageois.
officiellement installée ce vendredi après-midi, la cérémonie a réuni plusieurs responsables, parmi lesquels le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sûreté ainsi que la directrice du genre. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette initiative citoyenne qui vise à renforcer la prévention, la vigilance et la cohésion au sein de la communauté. Le commandant de la gendarmerie nationale se félicitait de la mise en place de ce comité. Selon lui, l'engagement des citoyens constitue un appui important aux efforts des forces de sécurité dans la prévention des troubles et le maintien de l'ordre. Ce village était méconnu de moi. Aujourd'hui, je viens reconnaître que c'est un village qui mérite tout. Il a besoin de la sécurité. Donc c'est pourquoi j'ai invité le parquet, service d'écoute, direction des genres, la police nationale et la gendarmerie pour l'installation de ce comité que nous espérons qu'il va bien travailler. Du côté de la préfecture de la région de Mledjele, cette installation est accueillie avec satisfaction. Les responsables y voient un nouvel outil pour prévenir les troubles à l'ordre public, mais aussi pour mieux encadrer la jeunesse de Miremani et à favoriser son implication dans la vie communautaire. Je m'adresse aux responsables des comités de Miremani qu'ils prennent le relais et qu'ils copient ce que les autres comités des villages voisins font à travers le suivi de la discipline, à travers le suivi des règlements intérieurs et des statuts de comité pour qu'autre malveillant doit passer sur le comité. Il doit être à l'écoute des responsables hiérarchiques, régionaux ainsi que communautaires pour que tout passe bien. Une initiative également saluée par les habitants qui remercient les initiateurs du projet, parmi lesquels le commandant de la gendarmerie. L'objectif, ce n'est pas pour chercher de l'argent, ce n'est pas pour battre les autres, mais c'est pour l'encadrement de nos jeunes futurs et aussi la surveillance de notre plage qui est à côté. Avec ce comité de veille, Miremani entend renforcer la vigilance citoyenne et faire de la communauté un acteur à part entière de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et du maintien du climat de paix. Et c'est la fin de votre rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité au programme de VFC TV. Bonsoir.